Journal Combat, 3 décembre 1944. Le général de Gaulle s'est entretenu avec le maréchal Staline. Tous les commentaires de la presse sont unanimes. L'alliance russe est vitale pour la France, parce qu'elle lui permet de régler le problème allemand. Tous les commentateurs ont également approuvé le ministre français des Affaires étrangères lorsqu'il s'est prononcé contre la formule d'un bloc occidental qui pourrait s'opposer à un bloc oriental. Certains commentateurs ont même cru pouvoir dire que la France devait, au contraire, servir de trait d'union entre l'URSS et les démocraties occidentales. Mais la presse soviétique les a démentis, en affirmant que l'URSS n'avait pas besoin de trait d'union avec la Grande-Bretagne, et qu'elle était assez grande pour maintenir toute seule les contacts qui lui étaient nécessaires. De cette petite divergence, nous tirerons seulement qu'il faut peser ses mots, surtout lorsqu'on écrit dans la bonne volonté et l'enthousiasme. Mais ceci mis à part, la situation est sans ambiguïté. La France a des raisons personnelles de souhaiter l'alliance russe, puisqu'elle a des raisons personnelles de vouloir que l'Allemagne soit toujours surveillée sur deux frontières. Il y a, de plus, des raisons générales pour préférer à la politique des blocs une politique d'entente européenne qui réduise au maximum les rivalités nationales. Pour tout cela, les entretiens de Moscou ne paraissent pas devoir apporter de surprises considérables. Le général de Gaulle y exprimera le désir de la France de réaliser une entente complète et durable avec l'URSS. S'il en rapporte les éléments de notre politique étrangère de demain, qui sera basée sur une double et perpendiculaire alliance avec l'URSS et les États occidentaux, il aura réglé un grand problème et paraît ainsi aux nécessités immédiates. Nous pourrons nous en réjouir. Mais nous sera-t-il permis de dire que nous souhaitons davantage ? Nous souhaitons qu'à ces succès immédiats, la France en ajoute d'autres qui soient encore plus significatifs et mieux chargés d'avenir. Si nous refusons la politique des blocs, c'est que nous répudions la politique de balance, les jeux compliqués d'alliances et d'intérêts, qui n'ont jamais cessé de mener l'Europe à la guerre. Ce serait dans la logique même de cette attitude que de parler à Moscou, non pas encore de fédération européenne, qui demandera du temps, mais, plus modestement, de l'aspect international du problème européen. La politique ne se fait plus aujourd'hui sans l'économie. Or, il n'est pas un seul problème économique du moment qui ne soit international. Tous les pays d'Europe dépendent étroitement les uns des autres, dans leur production comme dans leur consommation. Nous savons aujourd'hui que nous sommes solidaires dans la vie et dans la mort. Nous savons que la faim d'un peuple voisin est une menace pour nous, comme peut l'être aussi une excessive puissance économique. À une économie internationale, il n'est pas possible de faire correspondre seulement des politiques nationales. Si ces politiques nationales sont aujourd'hui inévitables, il faut pourtant que dans l'avenir, les systèmes d'entente européenne reflètent cette interdépendance et cette solidarité. Pour prendre un exemple concret, si à Moscou, comme dans toutes les conférences où se joue le sort de l'Europe, il était possible d'aborder puis de préciser le problème des matières premières, pour conclure enfin à la nécessité de leur internationalisation, la paix du monde aurait fait un grand pas. Le jour où seront jetées les bases d'une fédération économique de l'Europe, la fédération politique sera alors possible. Naturellement, ce n'est pas en quelques heures d'entretien que ces problèmes seront réglés. Mais si la France et l'URSS pouvaient être les premières à prononcer les mots qu'attendent depuis des années tous les esprits avertis du continent, ce serait pour nous une raison de fierté et de confiance.